Que sait-on aujourd'hui du poids de l'économie collaborative? Pas grand-chose, puisque cette dernière est un concept aux contours très flous, puisque surtout, un pan entier de l'activité dite collaborative est soit non marchande, sortant des radars de la comptabilité nationale, soit marchande, sans être nécessairement déclarée, ce qui trouble son suivi. Derrière l'économie collaborative, il y a en fait plusieurs notions distinctes. Une première couche liée à nos actes de consommateurs, comme on dit. Autrement dit, tout ce que nous coproduisons, co-concevons, plus ou moins consciemment, par transfert de données aux acteurs du net, ou de façon plus tangible, lorsque nous assemblons un meuble IKEA ou que nous nous substituons à une agence de voyage pour bâtir un séjour. Il y a ensuite toute la dimension collaborative au sens plus commun du terme, qui recouvre la mutualisation de biens, d'espaces, d'outils, de ressources financières par l'intermède de plateformes Internet. Une économie qui prend aussi différents visages. 1. La construction de communautés de partage, de troc, sans but lucratif, à l'instar de Linux ou de Wikipédia par exemple. 2. Des plateformes qui peuvent monnayer un service d'intermédiation, comme pour la plupart des plateformes d'échange de logements ou de covoiturage. 3. Des formes plus abouties d'extraction et d'exploitation de la valeur. C'est le cas notamment de tout ce qui relève de l'ubérisation. Mais il y a aussi tout l'essor de l'auto-entrepreneuriat et de l'entrepreneuriat tout court, sur des espaces de coworking qui consistent à s'insérer dans une activité via une relation de collaboration plutôt que par une relation salariale de subordination. Bref, on le voit, le concept est très vaste, très flou. C'est un concept valise, comme on dit, qui n'a pas valeur de catégorie statistique pour les instituts officiels. Prenons l'économie américaine par exemple, plus avancée que les économies européennes dans le processus. Les enquêtes sur le freelance nous disent que 53 millions d'Américains ont une activité en freelance, principale ou secondaire, soit 34% des actifs environ. Cela recouvre du pur freelance, mais aussi du travail bénévole, des personnes en multi-activité, du travail de mission temporaire et des indépendants qui peuvent s'entourer de quelques salariés. Que nous disent dans le même temps les enquêtes du très officiel BLS? Premièrement, que la part des indépendants ne cesse de décroître dans l'emploi. Deuxièmement, que la part des personnes en multi-activité est également au plus bas. Deux constats totalement contre-intuitifs au regard des ordres de grandeur fournis par les enquêtes sur le freelance, ou de l'idée plus générale d'une explosion du collaboratif. Mais cette enquête du BLS nous livre aussi une deuxième information clé, celle de l'effondrement du taux d'activité depuis 15 ans. Phénomène particulièrement marqué chez les plus jeunes. Et même lorsque l'on réintègre tous les découragés, tous ceux qui désirent travailler sans rechercher activement un emploi, cela n'y change rien. Non, la baisse de l'activité n'est pas liée à un phénomène massif de découragement, contrairement à ce qui est dit souvent. Quelle explication alors? Eh bien, très probablement que le gros des bataillons des jeunes Américains qui dopaient le taux d'emploi dans le commerce, l'hôtellerie, la restauration ou autres, en finançant leurs études par des petits jobs, où ils faisaient leurs premiers pas dans l'emploi, disposent aujourd'hui d'autres alternatives. Un hôte new-yorkais, Airbnb, se fait en moyenne 7 530 $ de revenus par an. Un chauffeur UberX, équivalent à UberPop en Europe, peut se faire potentiellement plusieurs dizaines de milliers de dollars par an. S'investir dans une start-up ou une activité collaborative apparaît aussi comme un nouveau tremplin vers l'emploi. Bref, la révolution est bien en marche, même si elle demeure invisible pour la statistique usuelle.